L'arbitrage, une façon de gagner de l'argent facilement sur Internet et surtout sans risque. En tout cas, c'est ce que beaucoup de monde aimerait nous faire croire. Et pourtant c'est vrai, l'arbitrage est un vrai métier qui peut permettre de saisir des opportunités et de gagner de l'argent. Ça m'est même déjà arrivé moi-même de jouer l'arbitragiste et de réaliser du profit dans une opération. Particulièrement dans la niche des crypto-monnaies, c'est quelque chose de nouveau, il y a énormément de réseaux différents, c'est-à-dire qu'on peut trouver les mêmes crypto-monnaies à plein d'endroits différents et des fois ça donne de belles opportunités. Mais alors, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Est-ce que c'est vraiment si facile ou est-ce qu'on prend des risques en le faisant? À la fin de cette vidéo, j'aurai répondu à toutes ces questions. Qu'est-ce que c'est l'arbitrage? Comment ça marche? Est-ce que c'est réellement à la portée de tous? Si on peut gagner de l'argent et saisir une opportunité, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Quelles sont les limites? De quoi est-ce qu'on a besoin pour faire de l'arbitrage finalement? Et pour finir, je vais vous donner quelques exemples parlants d'arbitrage où j'ai déjà réalisé du profit et on va se concentrer un petit peu dessus pour comprendre pourquoi est-ce que c'était possible à ce moment-là. Et si vous êtes habitué de ma chaîne, on parle rapidement de ce décor à la fin de la vidéo. C'est parti, on commence tout de suite. Alors déjà, concrètement, l'arbitrage, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir acheter quelque chose quelque part et de le revendre instantanément plus cher ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle l'arbitrage spatial. Je vous donne un exemple très simple. Si vous allez sur CoinMarketCap et que vous regardez le prix de l'Ether en détail, vous allez voir que sur différentes plateformes d'exchange, il n'a pas exactement le même prix. Il y a des légères différences, mais ces légères différences, elles peuvent justement permettre à quelqu'un d'acheter des Ethers quelque part et de les revendre un tout petit peu plus cher ailleurs. Imaginons la situation suivante. Vous avez 1800 € sur un exchange A, par exemple Coinbase, et vous avez un Ethereum sur un exchange B, par exemple Binance. Et vous vous rendez compte que sur Binance, l'Ethereum est à 1810 €, alors que sur Coinbase, vous pouvez l'acheter à 1800 €. Il y a donc un écart de 10 € pour le prix d'un Ethereum entre ces deux différentes plateformes. Si à ce moment-là, vous achetez un Ethereum sur Coinbase et vous vendez instantanément l'Ethereum que vous avez sur la plateforme Binance, vous vous retrouvez dans la même situation initiale, c'est-à-dire que vous avez les mêmes ressources, vous avez toujours un Ethereum, mais cette fois-ci, vous avez 1810 €. Et non pas 1800. Vous avez donc réalisé un profit. Je vous parle de crypto-monnaie parce que c'est le sujet que je traite le plus sur ma chaîne, mais ça fonctionne également avec les matières premières, les monnaies, le marché du forex et plein d'autres marchés financiers. Et globalement, quand on prend du recul, ça a un impact plutôt positif sur le marché. En effet, quand vous allez acheter un Ethereum sur une plateforme, vous allez faire monter légèrement son prix. Imaginons que l'Ethereum était à 1800 et que vous l'avez fait monter à 1802 ou 1803. À l'inverse, sur la plateforme où vous l'avez vendu, la plateforme où il était plus cher, à 1810, vous allez légèrement exercer une pression vendeuse. Et imaginons, encore une fois, que vous fassiez baisser un petit peu son prix, vous allez l'amener à 1808, 1807. Évidemment, c'est un exemple. Vous n'allez pas faire bouger le prix de l'Ether en achetant ou en vendant un. Mais en attendant, l'arbitragiste, lui, a égalisé les prix. Il l'a augmenté légèrement là où il était plus bas et il a baissé légèrement là où il était plus haut. L'activité des arbitragistes vient donc uniformiser les prix du marché. Dans mon exemple, le prix de l'Ether. Mais alors, pourquoi est-ce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de risque? Eh bien parce que techniquement, ce n'est pas un risque de spéculation. Quand vous achetez une crypto-monnaie ou quand vous achetez un actif financier, vous prenez un risque, que le prix de cet actif perde de la valeur avec le temps. Et ça ne dépend pas de vous, ça dépend du marché. Là, en l'occurrence, si vous aviez 1800 € et un Ether, vous vous retrouvez dans la même situation, vous prenez autant de risques qu'avant d'avoir fait l'arbitrage, parce que vous avez un Ether qui peut bouger et prendre de la valeur, et pour le coup, vous avez réalisé un profit sans prendre de risques supplémentaires. C'est pour ça qu'on entend souvent le fait qu'il n'y ait pas de risque. Mais vous allez voir, et je vais y revenir un tout petit peu tout à l'heure, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai dans ce cas très précis où vous avez déjà les deux éléments. La plupart du temps, vous avez une ressource financière au début et vous êtes obligé justement de vous exposer à une ou deux valeurs volatiles afin de pouvoir réaliser de l'arbitrage. Et là, vous prenez des risques. En plus, vous l'avez compris, c'est rarement sur un Ether qu'on gagne de l'argent. C'est naturellement sur de plus gros volumes financiers. On arrive maintenant au moment qui nous intéresse. Pourquoi tout le monde ne le fait pas? Pourquoi tout le monde n'est pas déjà devenu riche avec l'arbitrage? Alors des raisons, il y en a beaucoup, et moi je vais me concentrer simplement sur les principales. Déjà, vous devez savoir remarquer l'opportunité. Et je vous parle pas d'aller sur CoinMarketCap, de regarder la différence des prix et de vous connecter sur les deux plateformes en espérant faire un échange et en espérant gagner de l'argent. Je vous parle de logiciels de monitoring qui vont regarder le prix des crypto-monnaies à la fois sur toutes les plateformes d'exchange, mais également sur toutes les différentes paires, parce que vous savez par exemple que l'Ethereum peut s'échanger contre de l'euro, du dollar, mais aussi du bitcoin, et des fois il y a des paires plus intéressantes que d'autres, mais également dans la finance décentralisée, c'est-à-dire directement le prix
dans la blockchain que l'on peut avoir sur différents protocoles. Et c'est pour ça que l'arbitrage marche particulièrement bien sur les crypto-monnaies, parce qu'on peut retrouver la même crypto à vraiment plein d'endroits différents. Et donc comparer l'opportunité d'arbitrage sur plusieurs plateformes. Mais c'est pas tout. Si on trouve une bonne opportunité, il faut vérifier le volume qu'il y a derrière. Parce que si vous voyez que vous pouvez gagner un petit peu d'argent, mais que vous pouvez passer uniquement 0,1 ou 0,2 Ether, pour conserver mon exemple, eh bien globalement vous allez gagner 1 ou 2 euros et ça n'en vaut peut-être pas la chandelle. Il faut être sûr de pouvoir passer un certain volume financier. Ensuite, si vous voyez une opportunité entre un protocole et une plateforme d'exchange, il faut prendre en compte la capacité de transfert. Parce que vous devez envoyer vos crypto-monnaies ou votre argent sur ces plateformes, il y a un délai, et ensuite vous devez, quand vous avez toute la liquidité, réaliser la transaction. Ce délai ou les capacités de transfert, le fait que vous allez peut-être devoir réaliser de la conformité, comme un KYC pour pouvoir échanger sur une plateforme, et que ce KYC peut prendre des délais, bref, toutes ces petites choses font partie de votre capacité à être présent et à saisir cette opportunité. Et pour ça, il faut des outils. Que ce soit des outils pour détecter l'opportunité, que ce soit pour l'automatiser, pour que ça aille beaucoup plus rapidement, mais également pour être certain de pouvoir l'exécuter. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que notre société Meria tient des validateurs dans la blockchain, des serveurs informatiques donc qui permettent de sécuriser et de participer à l'intégrité du réseau. Eh bien, il y a des sociétés qui nous achètent justement de la visibilité des informations et qui écoutent en permanence toute la blockchain, tous les prix dans tous les différents protocoles décentralisés afin justement de saisir ces opportunités. C'est l'exemple d'un des outils dont je vous parle et qui sont très importants. C'est justement la différence entre un arbitragiste qui peut faire du profit et quelqu'un qui essaye de le faire à la main sans vraie stratégie. Mais même si vous avez tout ça, il y a une grosse question, c'est la liquidité. Il faut beaucoup d'argent pour pouvoir faire ça, des ressources financières, du cash. Parce qu'en effet, vous devez être capable de réaliser de très gros volumes. Si vous voyez une opportunité, que vous avez la capacité d'être présent, vous devez, entre guillemets, réaliser un gros volume de transactions si vous voulez réellement tirer un profit décent de cette opération. Mon exemple de tout à l'heure était pour illustrer le propos, mais ce n'est pas pour gagner 10 euros que les arbitragistes exercent. Par contre, si c'est 10 euros par transaction et qu'on peut faire plusieurs centaines de transactions, là, il commence à y avoir un intérêt. L'opportunité, donc la liquidité, mais également la rapidité. En effet, vous l'avez compris, le fait d'arbitrer, ça va naturellement réuniformiser les prix. Et donc, l'opportunité d'arbitrage ne dure pas. Parce que vous n'êtes pas tout seul. Il y a une concurrence et elle est de plus en plus féroce, de plus en plus rude et surtout de plus en plus automatisée. Pendant que vous avez observé et trouvé une opportunité, quelqu'un est déjà en train de se positionner afin d'arbitrer le plus possible. Et vous l'avez compris, plus il va faire passer de volume sur cette transaction, plus il va rééquilibrer et minimiser l'intérêt d'arbitrage pour ceux qui vont arriver plus tard. La vitesse est donc un enjeu primordial. Et très souvent, c'est l'ordinateur et donc l'automatisation qui est plus rapide que l'être humain. Le quatrième point, c'est la couverture. En effet, c'est très rare d'avoir l'opportunité parfaite comme je vous en ai parlé au début. C'est-à-dire avoir de l'Ethereum à vous, avoir de l'euro comme par hasard sur la bonne plateforme au bon moment et de vous dire « Oh, c'est intéressant de vendre à gauche et d'acheter à droite ». La plupart du temps, l'arbitragiste, lui, il a du cash. Il commence avec de l'euro ou du dollar. Et donc, quand il va se rendre compte qu'il peut acheter un actif volatile, comme l'Ether que j'ai pris dans mon exemple, il va devoir pendant quelques minutes ou quelques secondes acheter de l'Ether à un endroit pour le revendre à un autre, pour réaliser un profit. Mais le problème ensuite, c'est qu'il va devoir retransférer cet Ether sur la plateforme où il vaut plus cher pour le revendre et pour être totalement en cash, totalement en euros ou en dollars. Et donc, pendant cette période, il va s'exposer à la volatilité de l'Ether. Vous l'avez compris, si on parle de quelques centimes ou quelques euros sur un actif, cet actif peut perdre cette valeur en un tout petit laps de temps. Et donc, une opportunité d'arbitrage réelle peut s'effacer et peut même faire réaliser de la perte à un arbitragiste. Alors il existe des solutions. On peut hedger sa position. C'est-à-dire que si vous êtes forcé d'avoir de l'Ether, vous pouvez en parallèle le shorter. Si l'Ether perd de la valeur, vous aurez gagné de l'argent avec votre short et vous serez flat. Et donc si vous êtes obligé d'avoir de l'Ether pendant quelques minutes, vous pouvez parier en parallèle sur sa baisse. Si l'Ether prend de la valeur, vous allez réaliser une perte mais qui va s'équilibrer. Et à l'inverse, si l'Ether en paire, votre short va vous rapporter de l'argent. Je vous le rappelle, votre but n'est pas de gagner de l'argent au hasard sur de la spéculation, en tout cas pas sur cette opération. Vous êtes dans la tête d'un arbitragiste, vous, votre but, c'est simplement de réaliser un gain sur la transaction que vous allez effectuer. L'un des derniers gros points qui coince souvent, c'est également le setup de liquidité. En effet, parfois, vous avez besoin de redescendre sur des comptes bancaires de la liquidité. Que ce soit pour envoyer votre argent sur 2 bourses différentes ou 2 marchés différents, voire même 2 exchanges de crypto-monnaies. Naturellement, votre établissement bancaire, quand il va voir beaucoup de liquidité rentrer et sortir de votre compte, il est capable de se poser des questions, même pour sa conformité et pour la vérification qu'il n'y ait pas d'activité frauduleuse sur vos comptes. Et vous pouvez vous retrouver en pleine activité, en pleine transaction, à vous faire geler un compte et devoir fournir des documents de conformité supplémentaires. Je vous parle pas des sociétés en lien avec les crypto-monnaies qui se font des fois tout simplement supprimer leur compte bancaire et gentiment pousser vers la sortie. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez besoin d'une exécution parfaite et bien maîtrisée quand vous réalisez votre transaction. Il suffit que l'une des deux parties, l'un des deux protocoles ou l'un des deux exchanges bloque votre transaction, ne serait-ce que
pour vous interroger et pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, et vous ne pouvez pas réexécuter votre transaction de l'autre côté. Ce qui peut donc vous forcer à prendre une position, vous forcer à prendre du risque et à ne pas pouvoir l'exécuter, c'est-à-dire fermer cette transaction et limiter ce risque tout en profitant de l'opportunité. Et donc vous devez être sûr dans un certain laps de temps de pouvoir exécuter totalement les transactions que vous avez préparées. La plupart du temps, il faut donc avoir une personne morale, une structure qui est même connue et avoir certains partenaires bancaires qui comprennent votre activité et savent très bien qu'ils ne peuvent pas se permettre de vous interrompre. Pour résumer et pour faire très simple, l'arbitrage demande de savoir reconnaître les opportunités, d'avoir de l'expérience et des compétences, mais également des outils et même des ressources financières. Pas d'argent facile, pas d'argent magique, comme la plupart des métiers, celui-ci a des contraintes qu'il faut connaître. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour deux cas précis. Premièrement, parce que quand on sait tout ça, on peut être à l'écoute, on peut mieux comprendre le marché et on peut surtout se rendre curieux et parfois saisir une opportunité, même à la main. C'est très court, mais parfois il y a certains écarts qui peuvent aller de 5, 10 ou 15%. Et comme vous êtes vous-même naturellement positionné sur différents protocoles et plateformes ou différents outils dans le monde de la finance traditionnelle, vous allez peut-être reconnaître un jour une opportunité et ce sera rentable, par pur opportunisme, de réaliser une transaction d'arbitrage. Mais également parce que l'arbitrage, comme il est mal compris par beaucoup de débutants, c'est l'argument parfait pour placer une arnaque et ça fait des ravages. Énormément de débutants tombent sur une pub qui leur garantit des rendements faramineux sans prendre de risques et les scammers se cachent derrière l'argument de l'arbitrage qui est une méthode qui permet de réaliser des profits avec un risque maîtrisé. Derrière ce discours, beaucoup de débutants foncent tête baissée et perdent de l'argent dans un faux bot qui était censé leur rapporter énormément d'argent chaque mois. Je vous le rappellerai jamais assez, si un outil d'arbitrage est puissant, fonctionne et permet de gagner beaucoup d'argent, pourquoi est-ce que quelqu'un vous le louerait? Quand on vous propose un outil pour générer du profit, c'est uniquement parce que vous prenez vous-même des risques que vous pouvez gagner de l'argent. S'il n'y a pas de risque et que l'outil est miraculeux, techniquement, la personne ne le loue pas. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner deux petits exemples d'arbitrage que j'ai déjà fait et qui m'ont fait réaliser un certain profit. Le truc qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours se demander pourquoi est-ce que je peux arbitrer? Comment ça se fait que je peux maintenant acheter quelque chose à tel prix et le revendre à un autre prix ailleurs? Surtout quand il y a des gros écarts. Et rien que pour cette curiosité, je vous invite à vous renseigner parce que c'est intéressant d'essayer de comprendre. Quand vous voyez un arbitrage possible, essayez de le faire. Vous allez sûrement vous rendre compte qu'il y a un problème, quelque chose que vous ne pouvez pas faire, une barrière que vous ne pouvez pas lever. Mais ça va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionnent ces flux. Et ça, c'est vraiment précieux dans la compréhension globale du marché. Évidemment, mes exemples tiendront du monde de la crypto-monnaie. Je réalise souvent des transactions d'arbitrage sur des crypto-monnaies de l'écosystème Atom, Cosmos. Donc je vais sur l'échangeur décentralisé Osmosis, qui est un échangeur purement protocolaire et dirigé de façon décentralisée dans la blockchain. Et à l'inverse, une autre plateforme qui elle est centralisée, beaucoup plus rapide et qui s'appelle Binance. Quand il y a une variation violente de prix d'une crypto-monnaie sur l'exchange Binance, j'aime bien regarder en parallèle l'évolution du prix de cette même crypto-monnaie sur Osmosis. Parfois, il y a des délais. Déjà parce qu'elles ne prennent pas leur source au même endroit. Sur Binance, c'est instantané, c'est dans le carnet d'ordre. Et sur Osmosis, c'est décentralisé, ça fonctionne avec une pool de liquidités et ça met du temps à s'adapter. De la même façon, quelqu'un qui aimerait envoyer beaucoup d'argent tout de suite sur Osmosis, il va devoir envoyer de l'argent vers un autre écosystème Cosmos. Et généralement, il n'a pas beaucoup d'argent ou beaucoup de stablecoins sur l'écosystème Cosmos. Il doit donc réaliser une transaction, attendre que la crypto-monnaie passe grâce à un bridge d'une blockchain à une autre, pour ensuite exécuter sa transaction dans la blockchain et dans l'échangeur décentralisé. Il a donc besoin de temps. Ce qui veut donc dire que si à l'instant tout de suite sur Binance le prix vient d'augmenter, je vais avoir 3 ou 4 minutes pour réaliser ma transaction. Ça paraît pas grand chose, mais si vous avez déjà de la liquidité positionnée sur Osmosis, 3 ou 4 minutes, c'est bien plus de temps qu'il n'en faut pour faire de l'arbitrage. Vous avez déjà de la liquidité, vous avez juste à réaliser votre transaction. Soit la crypto-monnaie a explosé à la hausse sur Binance et vous pouvez l'acheter alors que son prix est encore bas, même si petit à petit le prix de transaction va commencer à augmenter parce qu'il y a plein de personnes qui vont faire comme vous. Et à l'inverse, si le prix s'est effondré sur Binance, vous pouvez encore vendre votre crypto-monnaie un petit peu plus cher sur l'échangeur décentralisé. Évidemment et très rapidement, de plus en plus mois après mois d'ailleurs, nombreux sont les personnes qui le font et donc il arrive même parfois que vous n'arriviez plus à exécuter de transactions sur la blockchain simplement parce qu'il y a trop de gens qui font la même chose au même moment. D'ailleurs, à savoir, les plateformes d'exchange elles-mêmes font de l'arbitrage, parce qu'elles sont elles-mêmes connectées à tout plein d'autres plateformes d'exchange pour avoir de la liquidité en permanence. Vous vous doutez bien que si vous êtes une plateforme d'exchange et qu'actuellement, maintenant, tout de suite, au marché, vous avez des clients qui viennent vous acheter des Ethers à 1800, mais que vous êtes capable, en tant que plateforme d'exchange, d'en acheter à 1790, cela devient intéressant vous-même de remplir votre carnet d'ordre et de jouer à l'arbitragiste. Maintenant, je vous donne un deuxième exemple qui arrive également assez souvent. Parfois, une crypto-monnaie n'est connue que pour être que sur une plateforme d'exchange. En réalité, elle est souvent sur 2 ou 3 plateformes, mais c'est une seule plateforme d'échange qui fait
le gros de la liquidité. Imaginons une crypto-monnaie A et que 95% de cette crypto-monnaie soit échangée sur un seul exchange. Imaginez maintenant que cet exchange fasse une mise à jour de son portefeuille, c'est-à-dire que vous ne pouvez ni déposer ni retirer de la crypto-monnaie. Vous ne pouvez donc pas sortir la crypto-monnaie que vous avez sur cet exchange-là. Il suffit qu'il y ait un événement, un bonus, et que les personnes qui détiennent cette crypto-monnaie puissent obtenir un profit dans la blockchain, d'autres crypto-monnaies, un airdrop si leur crypto-monnaie est positionnée au bon endroit, ou tout simplement prêter cette crypto-monnaie à un bon taux directement dans la blockchain, et d'un coup, ça devient beaucoup plus intéressant pour tout le monde d'en obtenir. Mais comme l'exchange principal est bloqué, les gens peuvent certes en acheter, mais ils ne pourront pas retirer la crypto-monnaie de cet exchange pour profiter du bonus qu'il offre, eh bien les gens vont se ruer sur les autres exchanges qui n'ont presque pas de liquidité et qui ne représentent que 5% du volume mondial de cette crypto-monnaie. Comme il y a très peu de volume, il suffira d'en acheter à peine pour que le prix s'envole et explose à la hausse, alors qu'il est toujours relativement stable ou bas sur l'exchange principal qui gère le gros de sa liquidité. À ce moment-là, si vous détenez déjà cette crypto-monnaie, soit ça vous donne un signal important, il y a un bonus qui permet de générer du profit sur la blockchain où vous êtes avec votre crypto-monnaie, soit c'est rentable de profiter que tout le monde se jette pour en acheter pour le vendre à un prix supérieur, parce qu'il y a de grandes chances que quand l'exchange termine sa mise à jour, le prix revienne à la normale. C'est très délicat pour moi, mais c'est exactement ça que j'essaye de vous donner. Ce n'est pas uniquement l'opportunité de gagner un petit peu d'argent quand on fait de l'arbitrage. Même si oui, si vous vous retrouvez à avoir beaucoup de liquidité au bon endroit au bon moment, ça peut vous arriver de générer des profits qui sont vraiment pas négligeables. Mais d'une manière plus globale et plus générale, ça vous permet d'anticiper certains signaux et de comprendre ce qu'ils veulent réellement dire. À force de le faire et à force de rester curieux, même si vous essayez simplement de saisir une opportunité avec 20 ou avec 30 euros, peu importe, c'est pas une question de volume. Ça va vous donner des bonnes leçons, vous allez comprendre beaucoup de choses et ça va vous permettre quand il y a une action violente sur le marché de vous dire ok, ça risque de faire ça, je vais vérifier. Le fait que tel exchange coupe ses retraits, ça va peut-être faire ça, je vais rester curieux. Le fait que telle crypto-monnaie demande 7 jours pour passer d'une blockchain à une autre fait qu'elle n'aura peut-être pas la même valeur sur ces deux blockchains parce qu'il y a une condition supplémentaire, il y a une contrainte qui vient modifier les règles du jeu pendant un court laps de temps et c'est ça que vous devez apprendre à lire pour savoir trouver les opportunités. Encore faut-il être capable de les saisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était Asher, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre un pouce bleu pour m'aider dans le référencement et surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il n'y a qu'une personne sur deux qui regarde mes vidéos qui prend le temps de s'abonner. Ça m'aide beaucoup et je vous remercie pour ça. Et pour les personnes qui me connaissent déjà, vous devez vous demander qu'est-ce que c'est que ce décor. Eh bien sachez que c'est un nouveau studio. En tout cas, c'est un petit bout d'un nouveau studio. Vous allez le découvrir petit à petit. Je suis encore en train d'essayer avec les jeux de lumière. Il y a quelques trucs que je règle pas encore parfaitement, mais j'espère que ça vous plaira et je vous laisserai le découvrir au fil de l'eau à travers mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite sur ma chaîne principale, sur Twitch ou sur ma chaîne secondaire. Au revoir!